Bonjour à tous, merci mesdames, messieurs d'être avec nous pour ce nouveau rendez-vous de droit de réponse, votre émission de débat et de décryptage des principaux sujets d'actualité sur Equinox Télévision. La date du 1er octobre restera sans doute gravée dans les mémoires des Camerounais, non pas seulement parce que ce jour était jour anniversaire de la commémoration de la réunification des deux Camerouns, le Cameroun anglophone et francophone, mais surtout parce que dimanche dernier, nous avons assisté à une nouvelle étape dans la grogne populaire qui tient en haleine pratiquement tout le pays et dont les épicentres sont les régions anglophones du Cameroun, la région du nord-ouest et celle du sud-ouest. Que s'est-il réellement passé le 1er octobre dernier dans ces deux régions? Les versions s'entrechoquent. Les organisations de la société civile, au rang desquelles le REDAC annonce une centaine de morts tombés donc lors de ces manifestations dans les régions anglophones. Amnesty International indiquait qu'au moins 17 personnes étaient mortes à la suite des événements du 1er octobre dernier. Un bilan qui se rapproche de celui du gouvernement qui parlait lui d'une dizaine d'assaillants qui avaient été neutralisés dans les tensions et tentatives donc de porter atteinte aux forces de défense et de sécurité. Des violences qui ont été fortement condamnées par la communauté internationale, précisément le département d'État américain qui a jugé inacceptable le recours à la force du gouvernement camerounais pour restreindre les libertés d'expression ainsi que la violence des manifestants. Les Nations Unies, par exemple, demandent l'ouverture d'une enquête pour faire la lumière sur ce qui s'est exactement passé dimanche dernier dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Tous cependant sont unanimes, il faut un dialogue comme voie de sortie. Ce dialogue devenu une obsession selon la presse cette semaine, ainsi titrait la Nouvelle Expression dans l'une de ses parutions de cette semaine. Un dialogue dont le leader du premier parti de l'opposition du Cameroun pense qu'il est tard. Pour le chairman du SDF, le social-démocratique Front, John Fundi, il est tout simplement tard de parler d'un dialogue aujourd'hui au Cameroun. Mesdames et messieurs, une fois encore et pour la 6e fois consécutive dans cette émission Droit de réponse, vous comprendrez que la crise anglophone va encore retenir notre attention dans quasiment toute cette émission. Mais avant de refermer ce débat, nous arrêterons sur quelques sujets d'actualité tels que la journée mondiale de l'enseignant qui s'est donc célébrée le 5 octobre dernier sous fond de revendication au Cameroun une fois encore. Les enseignants qui ont plaidé pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Nous ferons également un arrêt sur un autre sujet, la fusillade survenue à Mora, dans l'extrême nord du pays, où un soldat a ouvert le feu sur son chef hiérarchique. Cette édition nous permettra également de faire le point sur une actualité de dernière minute. Non loin de cette crise anglophone, il s'agit de cette autre candidature déclarée pour la présidence de la République en 2018, celle de Maître Akere Mouna, avocat au barreau du Cameroun et originaire du Nord-Est. Voilà donc pour le menu de notre édition de ce dimanche. Mais avant, on fait un tour de revue de presse, comme il est de tradition dans ce débat avec vous, Flavien Dongo. Bon dimanche. Bonjour Albertine et bonjour à tous les panélistes qui sont déjà sur ce plateau. Je vous le disais donc, la crise anglophone va encore occuper une bonne partie de cette émission ce dimanche, mais bien sûr d'autres sujets d'actualité, je le disais également, avec bien sûr ce clin d'œil à ces enseignants qui ont plaidé pour l'amélioration de leurs conditions de travail cette semaine. Vous l'avez dit, comme vous le savez, la crise anglophone, c'est le plat de résistance de la presse depuis plusieurs mois aujourd'hui. Donc il ne se passe pas une seule édition de la presse sans qu'on évoque le cas de la crise, ou tout au moins qu'on évoque la crise anglophone. Le voyez-vous sur la crise anglophone qui secoue bien sûr le pays. La Nouvelle Expression, dans l'une de ses apparitions, fait savoir que le porte-parole du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a donc publié une importante déclaration sur la crise anglophone. Dans la correspondance, le patron de l'ONU faisait savoir qu'il est donc profondément préoccupé par la situation dans laquelle se trouve le Cameroun, faisant ainsi allusion aux récents incidents sécuritaires survenus donc à Bamenda et à Douala, non sans évoquer le regain de tension lié donc au 1er octobre 2017. La Nouvelle Expression ajoute que le porte-parole du secrétaire général de l'ONU a encouragé les autorités camerounaises à poursuivre donc leur effort pour résoudre les griefs de la communauté anglophone à travers donc la promotion des mesures de la réconciliation nationale, même si au lendemain du 1er octobre 2017, la même organisation a donc demandé l'ouverture d'une enquête suite aux exactions observées le 1er octobre dans les régions anglophones. Cette position donc de l'ONU, le journal précise que Amnesty International et autres ONG sont d'ailleurs rentrés dans la danse. C'est le cas donc du REDAC, le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, qui en faisant donc le point sur les exactions du 1er octobre, a dit qu'il y a eu une centaine de personnes tuées lors des manifestations
manifestations donc dans les régions du Nord-Ouest. Pour le rédac notamment, les forces de l'ordre ont tiré à balles réelles sur les populations. Et dans la mouvance de la crise anglophone, la nouvelle expression révèle que le président du Social Democratic Front, dans une interview, dit qu'il ne peut plus aider Paul Biya. Selon lui, plusieurs propositions de solutions à la crise anglophone faites donc au chef de l'État n'ont pas été prises en compte. Il conclut, et selon bien sûr le journal, qu'il est donc temps pour Paul Biya de trouver la solution à la crise anglophone en ce moment. Des propos balayés du revers de la main par les classiques du régime en place qui ont fait un revirement des situations. Selon le journal, la nouvelle expression, dans une publication également, fait savoir que ces derniers avaient rejeté au départ l'existence d'un problème anglophone et aujourd'hui, ils avaient même refusé le dialogue. Précise d'ailleurs le journal, le rédacteur de l'article souligne qu'aujourd'hui, et curieusement, le dialogue est devenu le mot fétiche qui revient donc sur toutes les lèvres des dirigeants camerounais. On le sait, Issa Tchouma Bakari, Laurent Esso, Atangandi et les autres ont pour refrain le dialogue désormais. Donc à la suite de ce que le journal qualifie de revirement des situations, Info Matin, qui s'est donc intéressé à Messanga Nyamding, fait savoir que le politologue a plutôt ouvert le feu sur l'élite anglophone et ses complices francophones qui sont responsables du mauvais climat qui connaît le Cameroun depuis quelques mois aujourd'hui. Pour Info Matin, lors d'un meeting donc à Douala, Messanga Nyamding s'est d'ailleurs indigné de l'absence sur le terrain des négociations des originaires du Nord-Ouest et Sud-Ouest, notamment ceux à qui Paul Biya a confié des responsabilités. Le politologue pense que le chef de l'État doit donc revoir le dispositif du gouvernement actuel, tout en pensant donc, en prenant des hommes que la base écoute encore pour des solutions des différentes crises qui secouent le pays depuis quelque temps. Alors, pour repère, c'est désormais l'union sacrée donc contre les sécessionnistes. On l'a vu cette semaine encore. Et même la semaine dernière, des responsables du RDPC se mettent ensemble pour trouver la solution aux difficultés que rencontre le Cameroun. Et en parlant notamment du dialogue aujourd'hui qui est devenu le refrain de toutes ces personnes. Alors voilà ce que la presse propose sur ce premier sujet. Le second sujet, comme vous le savez, vous l'avez évoqué, on parle bien sûr des enseignants qui ont manifesté, qui ont défilé donc dans l'allégresse et même dans la tristesse. La nouvelle expression révèle que ces enseignants ont fêté dans l'amertume et également, selon bien sûr le quotidien, les seigneurs de la crèche n'ont pas oublié le 5 octobre 2017 qui aujourd'hui est qualifié comme étant l'ingratitude notamment de la société civile et les misères qu'ils vivent au quotidien. Enseigner en liberté, autonomiser les enseignants. Pour bon nombre rencontrés donc par la presse à Douala, le thème de cette année ne cadre pas avec les réalités du terrain, simplement parce que les enseignants d'aujourd'hui ne participent pas à l'élaboration même des programmes à dispenser aux apprenants. Il conclut que le thème de cette 24e édition est une sorte d'utopie. Merci Flavien Ndongo pour cette revue de presse et bon dimanche. Dimanche à vous. Nous allons donc découvrir les invités qui sont déjà sur nos plateaux puisque certains ne sont pas encore arrivés à nos studios. Déjà avec nous notre correspondant, notre consultant, consultant en droit de réponse. Bonjour à vous Edmond Kamga et bon dimanche. Bonjour Albertine, bon dimanche. Je salue tous les téléspectateurs fidèles de cette émission. Vous êtes donc consultant pour droit de réponse, je l'ai dit, mais vous êtes également journaliste, chef politique internationale au quotidien La Nouvelle Expression. Tout à fait. Merci à vous, Abel Elimbilobé, d'être sur notre plateau. Bon dimanche. Merci. Bon dimanche à vous également et à tous les autres panélistes. De même que je les souhaite à vos très nombreux téléspectateurs. Mais j'appelle tout simplement nos compatriotes dans les situations de crise que nous traversons à se conduire de telle sorte que demain, nous soyons sûrs que notre peuple a su se donner une boussole et qu'on ne navigue pas à contre-courant ou dans tous les sens lorsqu'on est dans la tourmente. Parce que ce qui me semble se dégager comme comportement des acteurs politiques en principe, c'est que quand il y a une situation de crise, chacun pense que son bon sens est ce qui doit être suivi. Et on oublie les règles qu'on s'est librement données. On oublie l'esprit des institutions dans lesquelles nous vivons, avec lesquelles nous vivons, que nous nous sommes donnés librement.
même si les hommes qui les animent à certains moments peuvent être présentés comme des hommes incompétents dans la conduite de leur mission, nous devons cerner très bien les problèmes. Ne pas confondre la nécessité de modifier les hommes et la nécessité de réformer les institutions. Très bien. C'est deux nécessités bien différentes. L'une s'apparente à un manque de boussole. On va dans tous les sens. L'autre s'apparente à un changement de méthode de gouvernement. Et ça, c'est légitime, c'est le propre des élections. Merci pour cette introduction. Vous êtes donc homme politique, conseiller municipal à la commune d'arrondissement de Douala 5e. Autre invité, déjà là, merci à vous, Samuel Motte, d'être sur notre plateau ce dimanche. Bon dimanche. Merci Albertine de m'avoir invité. Vous êtes sénateur suppléant du littoral RDPC, bien sûr. Vous êtes un cadre également de ce parti, puisque vous êtes président de section de Yingui, c'est dans le CAM. D'un CAM sud-est. Merci à vous d'être là, et un autre invité qui va donc nous rejoindre, nous l'espérons, avant la fin de ce débat. Je le disais tout à l'heure, nous commençons bien sûr par notre plat de résistance, la crise anglophone, avec les derniers développements relatifs donc à cette situation qui tient en haleine, je le disais, tout le pays depuis bientôt 1 an. Et la posture des organisations internationales relatives à ces derniers événements du 1er octobre dernier, c'était dimanche, des manifestations qui ont donc tenu en haleine tout le pays dans cette partie du Cameroun, les régions du sud-est et du nord-ouest. L'on annonce un bilan lourd selon des organisations internationales, une dizaine de morts selon le gouvernement Edmond Kamga. De façon globale, ce qui est de la sortie de la communauté internationale, comment est-ce que vous appréciez le traitement qu'a fait la presse de ces sorties cette semaine? Oui, la presse a rendu compte des événements survenus dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest le dimanche 1er octobre 2017. Et la presse a effectivement souligné, n'est-ce pas, le fait qu'il y a eu des blessés, il y a eu des morts. Malheureusement, il y a une controverse sur le nombre de morts. Et sur cette controverse-là, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a parlé d'une dizaine de morts. Et les Amnesty International, dans son premier bilan, a parlé de 17 morts. Et on sait également que les ONG, notamment le REDAC, a parlé d'une centaine de morts et a pu établir l'identité de 38 des 100 morts. Donc le débat est ainsi. Et pendant que cette controverse sur les nombres de morts survient, il faut rappeler que le secrétaire général de l'ONU, à travers son porte-parole, a annoncé l'ouverture, a demandé, n'est-ce pas, au gouvernement d'ouvrir une enquête sur ces événements-là. En plus du secrétaire général, il faut dire que le haut commissaire aux droits de l'homme de l'ONU a également ajouté, n'est-ce pas, au secrétaire général de l'ONU pour dire qu'il faut effectivement ouvrir cette enquête. Et lorsque l'ONU est ainsi préoccupée, vivement préoccupée, parce que le terme utilisé, c'est la vive préoccupation. Et dans ce terme, il faut lire un message important, c'est que cette enquête est nécessaire, utile et indispensable pour comprendre ce qui s'est effectivement passé dans ces régions-là et parvenir au dialogue que l'ONU a souhaité, effectivement. En ce qui concerne le rôle de la presse, en dehors des comptes rendus, des correspondants locaux, des différents quotidiens, de la presse écrite et de l'audiovisuel, on a vu des analyses qui ont été faites par les différents médias en tenant compte de la controverse qui secoue, qui divise l'opinion. Donc voilà un peu la situation. Alors, Albert-Émilie Lobert, au-delà de la controverse autour donc, de ce bilan, il y a bien sûr ces sorties dont je parlais de la communauté internationale, et l'une des plus virulentes, c'est celle du département américain, donc d'État américain, qui dit qu'il est profondément, qui condamne profondément donc les violences qui ont été perpétrées dans la région anglophone du pays et juge inacceptable l'usage de la force par le gouvernement camerounais pour restreindre les libertés. C'est une citation. Quelle peut être la portée de telles sorties dans le contexte actuel au Cameroun? Les États-Unis sont un grand pays et c'est une vieille démocratie. J'appartiens à ceux qui respectent ce grand pays, mais il faut que les sorties du gouvernement américain fassent preuve de beaucoup de précautions. Parce que si les sorties du gouvernement américain se font à l'emporte-pièce, elles peuvent déterminer les anarchistes de toutes sortes à travers le monde
à croire que le gouvernement américain assure la protection au nom des libertés publiques et des droits de l'homme des groupes marginaux qui mettent souvent les États en difficulté. D'autant plus que le gouvernement américain lui-même n'a pas fait preuve d'exemplarité dans des situations où le respect de la souveraineté des États et des droits de l'homme et de la vie tout court aurait dû être sa préoccupation principale. Lorsque le gouvernement américain est parti attaquer l'État irakien qui ne lui avait rien fait, il n'a pas écouté les récriminations du secrétaire général des Nations Unies. C'était Pérez de Cuellar à ce moment. Le gouvernement américain ne les a pas écoutés. Ils sont partis faire une guerre hors de leur territoire. On attendra que l'histoire nous enseigne que c'est le droit des Américains d'aller faire une guerre. Mais en attendant, nous reconnaissons que, moi j'appartiens à ceux qui reconnaissent que l'État du Cameroun, et je crois que le gouvernement américain reconnaît à l'État du Cameroun le devoir d'assurer la protection de son intégrité. L'intégrité du territoire camerounais. Lorsque des groupes sociaux, au nom des revendications politiques, se lèvent pour proclamer l'indépendance d'une partie du territoire, c'est une atteinte grave à l'intégrité du pays. C'est une déclaration de guerre. Il n'y a pas 36 000 manières à travers le monde de faire la guerre à un pays si ce n'est d'envisager de couper une partie de son territoire. Nous étions dans une situation de guerre le 1er octobre. Mais dimanche, dans les régions anglophones du pays. Vous voyez bien qu'il y a eu des morts. Des morts. Donc la revendication des gens, qui est une revendication illégale, illégitime. Il n'y a aucune revendication sur l'indépendance qui soit légale et légitime. Aucune. Cette revendication s'est faite dans un contexte de violence. Violence de la part des manifestants. Violence de la part des manifestants. Les revendications, les manifestations du 1er octobre dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest dimanche dernier étaient-elles des manifestations pour réclamer l'indépendance? Était-elles une commémoration de la réunification du Cameroun? Était-ce des revendications de ces personnes qui demandent depuis plus de 11 mois que la situation dans cette partie du pays soit revue, qui disent le mal-être? Quelles revendications avions-nous à faire? De quelles revendications avions-nous à faire dimanche dans les gens anglophones du pays? Vous nous parlez des revendications indépendantistes, tout simplement. Je vous réponds et qu'on m'écoute très bien. Dans un pays, ce n'est pas chacun qui organise la célébration d'un événement national à sa guise. La date du 1er octobre ne constitue pas un événement officiel à célébrer, fût-elle importante dans l'histoire. On a vu d'autres personnes le célébrer. S'il vous plaît, laissez que je termine. Allez-y rapidement. Les dates, les fêtes officielles qui font l'objet de commémoration sont listées et font l'objet d'une loi. Je suis de l'opposition, je veux qu'on enlève Paul Biamé maintenant. Mais je ne veux pas qu'on l'enlève dans un contexte où chacun croit que son bien fondé, son bon sens est ce qui guide l'État. Tous ceux qui décident de commémorer à l'échelle nationale un événement qui ne fait pas partie des événements listés par le gouvernement de la République, aussi mauvais soit-il, sont dans la faute. Alors, ce n'est pas parce qu'on dit que c'est le 1er octobre qu'un groupuscule d'individus peut décider le 1er octobre d'organiser des manifestations. Je note d'ailleurs que si le 1er octobre est une date de la nation camerounaise, c'est un groupuscule qui n'a décidé de le célébrer que dans une région ou dans 2 régions sur 10. Vous vous souvenez qu'il y a eu des manifestations partout au Cameroun ce jour-là? Pas seulement... Il y a des manifestations à Douala, de célébration du 1er octobre. Exact. Il y a des manifestations. On reviendra. Le parti au pouvoir a célébré le 1er octobre dans tous les autres territoires. Non. Je reviendrai à vous tout à l'heure. Je ne sais pas si le parti... Attendez, je termine. Je ne sais pas si le parti qui est au pouvoir
à commémorer le 1er octobre. Je sais qu'il a organisé des meetings et des marches. Qui portait sur quoi? Pardon, ça n'a rien à voir avec un événement officiel. Nous reviendrons. Un événement officiel. Très bien. C'est le 20 mai. Très bien. C'est le 11 mai. On reviendra, je vous en prie. C'est le 1er mai. On reviendra. C'est de ça qu'il est question au Cameroun. On reviendra à vous pour comprendre ce revirement de situation dans votre pensée, parce qu'il me semble que vous n'étiez pas sous cette longueur d'onde sur ce plateau. Je vous en prie, on reviendra. Monsieur Samuel Motte, je parlais de la portée des sorties de ces organisations internationales. Il y a eu les États-Unis, mais également eu l'ONU, des Nations Unies, qui demande notamment la mise sur pied d'une enquête. Il demande au gouvernement de mettre sur pied une enquête. Il y a également la francophonie, il y a eu l'Union européenne. L'on se retrouve tous à condamner donc les violences de ce 1er octobre dans les régions anglophones du pays. Quelle peut être la portée de cette sortie aujourd'hui? Ça fait partie des classiques chaque fois qu'il y a un conflit à travers le monde, hein, de sortir ce genre de communiqué qui n'honore pas, je veux dire, les opposants, mais qui n'est pas là également pour encenser, pour condamner le pouvoir en place, parce que j'ai comme l'impression que vous avez une lecture plus ou moins biaisée de ce genre de communiqué. Partout ailleurs, lorsqu'il y a un conflit, on vous dit toujours il faut qu'il y ait de la retenue, de telle manière à ce qu'on n'ait pas de perte de vie humaine. Et c'est comme ça qu'il faut le prendre. Et au RDPC ou moins, tout au moins dans le gouvernement, on n'en fait pas un sujet de préoccupation majeure, parce qu'on sait qu'il est de la responsabilité de l'État de défendre l'intégrité de son territoire, avec des moyens qui sont à sa disposition et en s'appuyant notamment sur les éléments de légalité que la Constitution lui confère. Et donc, sur ce sujet-là, on n'a pas beaucoup. Parce qu'en réalité, quand on parlait de violence, la violence, elle ne vient pas nécessairement du gouvernement. Personne ne l'a dit, mais sauf que dans ces communiqués, il est indiqué clairement que on pointe du doigt le gouvernement, bien sûr, dans ces communiqués, puisque dans le communiqué, par exemple, des Nations Unies, ou si vous voulez, des États-Unis, il est clairement indiqué qu'il est inacceptable que le gouvernement utilise des méthodes pour restreindre les libertés. Je crois que c'est clairement indiqué. Mais Albertine, vous qui êtes au Cameroun, on a restreint les libertés de qui? On ne va pas non plus donner la parole aux sécessionnistes. Encore que vous le faites brillamment, encore que dans votre volonté de retirer nécessairement la parole à Limi Lobert, on vous prendrait pour quelqu'un qui est partisan d'une certaine cause. Non, il y a des revendications que l'on doit faire dans la République, à condition que ce soit des revendications républicaines. Je pourrais laisser parler, il ne peut pas vous laisser parler. On essaie de faire la parité ici dans ce plateau. C'était une façon de vous Vous l'avez rejoint dans la pensée, c'est normal que vous défendez. Non, maintenant... Allez-y, monsieur Motte, vous avez l'honneur de donner la parole à un enfant qui, à 3 ans, savait ce que c'était la guerre. Vous donnez la parole à quelqu'un qui, à 6 ans déjà, savait ce que c'est que fuir les bandits quand il y avait un village qui était attaqué. Vous donnez la parole à quelqu'un qui est issu d'une région, d'une zone qui est aujourd'hui considérée comme étant l'une des zones les plus délaissées du Cameroun. Vous donnez la parole à quelqu'un également qui a 1001 revendications qu'il pourrait faire. Quand vous faites par exemple allusion à nos réunions de RDPC du 1er novembre, cette réunion du 1er octobre, elle avait nécessairement et fondamentalement pour but de condamner toute forme de primordialisme. Parce que si vous n'allez pas construire une république sur les primordialismes, quand je vous ai cité tout à l'heure en disant vous avez donné la parole à tel enfant, à tel enfant, à tel enfant, j'ai 1001 raisons également de le revendiquer. Très bien. Mais mais attendez. Ne portez pas la parole des gens, effectivement, qui, au lieu de nous rehausser dans notre développement, nous attirent vers la singularité. Nous voulons construire une nation qui est ouverte à l'universalité. Nous savons chaque fois, en ce qui concerne votre communauté, la mienne, celle de Limi Lobert, celle de mon ami qui est à côté, vous avez chaque fois une parole communautaire que vous pouvez porter, mais aussi longtemps que cette parole-là remet l'équilibre de la République, je crois que on vous la laissera faire. Et du coup, non, il faut être très sensible à ce genre de choses. On ne peut pas non plus dire que c'était un fait anodin de revenir pour nous sortir. Et ce qui était prévu le 1er octobre, c'était de dire effectivement qu'il y avait des déclarations d'indépendance qui étaient... C'est donc normal qu'à un moment donné, qu'on prenne... On est tiré sur les gens. Nous ne connaissons pas tiré sur les gens, mais attendez, Albertine, je peux vous dire, faites une manifestation aux États-Unis, vous allez voir comment il va se terminer. Attendez.
où nous avons un cas qui vient de se passer la semaine dernière dans un pays de très grande démocratie. Vous avez bien vu comment on a traité des gens qui voulaient dire nous voulons l'indépendance. Donc effectivement, c'est pour ça que je vous dis, moi ces communiqués ne sont pas en ce qui me concerne. Des communiqués qui devraient faire l'objet d'une attention particulière. Ce genre de communiqués, on le fait toujours. Nous savons que les pouvoirs en place, qu'ils soient occidentaux, qu'ils soient dans les pays en Afrique subsaharienne et dans l'Afrique en général et tout pareil dans le monde, ne s'accommodent jamais de manifestations qui remettent en cause l'ordre public. Et il appartient au gouvernement de maintenir cet ordre public. C'est dans ce cadre-là qu'il y a un certain nombre d'incidents qu'il y a eu dans les zones que vous avez citées tout à l'heure. Edmond Kamga, j'en appelle à votre formation d'internationaliste pour nous dire à quoi est-ce qu'on peut s'attendre avec des communiqués pareils, même si sur ce plateau tente de nous faire croire que ce sont des communiqués sur lesquels on ne devrait pas du tout prêter attention. Il me semble que ces inquiétudes que donne la communauté internationale peuvent peut-être interpeller aujourd'hui le Cameroun. Est-ce que si, par exemple, on recevait notre spécialiste du droit international qui nous faisait savoir qu'au cas où, par exemple, l'enquête demandée par les Nations Unies n'est pas implémentée par le gouvernement, les Nations Unies pourraient décider, par exemple, de mener elles-mêmes cette enquête. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à de tels scénarios aujourd'hui? Bien sûr, bien sûr. C'est pour cela que je disais que les Nations Unies ont exprimé leur vive préoccupation sur la situation qui s'est déroulée dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, notamment les actes de violence, et appelle le gouvernement à ouvrir une enquête là-dessus. Et en général, quand l'ONU ou l'une de ses institutions spécialisées, quand le Haut Commissariat aux droits de l'homme demande de faire une enquête, elle suit de près la situation sur la question des droits de l'homme. Et dans le cas d'espèce, si vous voulez, il y a toute une procédure qui est menée. Et je peux me citer l'exemple de certains pays voisins et amis africains où l'ONU est intervenue lorsqu'il s'est agi des questions de droits de l'homme. L'ONU intervient par exemple de deux façons. Il y a la première façon, c'est d'ouvrir une enquête. Lorsque l'État n'ouvre pas l'enquête, ou alors lorsque l'État tarde à ouvrir l'enquête, ou alors fait l'enquête mais ne produit pas rapidement les résultats, ou alors si les résultats ne sont pas équitables ou sont considérés comme résultant d'une enquête qui n'a pas été impartiale, l'ONU a la possibilité d'ouvrir une enquête et de solliciter que sur le terrain soit dépêchée une équipe d'enquêteurs internationaux dans le pays en question. C'est ce qui s'est passé en République démocratique du Congo. Aussi bien en ce qui concerne l'assassinat de 2 experts de l'ONU dans le Kasaï, que en ce qui concerne dans le Grand Kasaï, en ce moment, une commission d'enquête qui a été, une équipe d'enquête qui a été ouverte par l'ONU pour voir qu'est-ce qui se passe effectivement dans les régions des Grands Kasaï. Donc en fait, il y a 2 procédures. En dehors de la situation dans le RDC, il y a des situations qui donnent lieu à l'ouverture d'une commission d'enquête de l'ONU. C'est le cas actuellement. En 2016, a été ouverte une commission d'enquête de l'ONU sur le Burundi. On met sur pied une commission d'enquête, on met sur pied une équipe, un président avec des membres qui vont sur le terrain et qui vont faire un rapport sur la question et le rendre au secrétaire général de l'ONU qui, au terme de ce rapport-là, va faire le point avec l'Assemblée générale et peut solliciter l'avis du Conseil de sécurité pour des mesures à prendre. Donc, il y a globalement 2 mesures que prend l'ONU quand elle sollicite une commission d'enquête, quand elle sollicite une enquête sur le terrain qui n'est pas menée, ou alors qui est mal menée, qui n'est pas menée de façon impartiale. Soit l'ONU intervient en envoyant une équipe sur le terrain, soit l'ONU crée une commission d'enquête. Et dans les 2 cas, ces équipes-là rendent des rapports au secrétaire général de l'ONU qui sollicite le Conseil de sécurité sur la question et rend compte à l'Assemblée générale également. Et c'est le début d'un processus. On ne peut pas banaliser la demande de l'ONU lorsqu'elle sollicite une enquête sur le terrain. Donc, je crois que le gouvernement est suffisamment aguerri. Il y a des experts au sein du gouvernement qui savent ce que cela signifie. Et je pense que dès lors que l'ONU est préoccupée par la situation, il va falloir suivre de près. Il faut que le gouvernement essaie d'ouvrir cette enquête effectivement et puisse rendre compte, le moment venu, à l'ONU de ce qui s'est passé. Parce que l'ONU a son représentant en Afrique centrale. Oui, je vous vois. Je voudrais dire que l'ONU est un grand partenaire à l'élévation de la conscience humaine d'une manière générale. Elle a sa place. Et il est bon que sa parole soit écoutée. Mais j'ai peur que certaines formules de l'ONU n'alimentent des désordres dans le monde entier parce que
les anarchistes et tous ceux qui ont leurs ambitions politiques particulières pensent trouver en l'ONU un partenaire qui, par ses discours, par ses méthodes, pourrait leur apporter des facilités dans leur démarche ou alors tout simplement assurer une forme de protection. L'État du Sénégal a connu pendant plus de 25 ans une guerre de séparation conduite par les séparatistes casamançais. L'ONU n'a fait aucune enquête au Sénégal. Et pourtant, c'était une guerre. Les séparatistes sénégalais sont partis d'une déclaration d'indépendance de la Casamance pour ensuite devenir carrément un mouvement armé. On peut multiplier des exemples de cette nature. L'ONU a proclamé dans sa charte l'intangibilité des frontières de ses États membres. L'ONU est donc en grande partie garante de l'intégrité territoriale des États qui en sont membres. Vu comme ça, l'ONU est très mal partie lorsque dans un pays, un mouvement sécessionniste s'exprime et que la réaction de l'ONU prête à confusion. Parce que pour vous, cette réaction prête à confusion. Beaucoup de confusion. À quel niveau? J'explique. La première des choses que j'aurais attendu de l'ONU, c'est d'interdire la proclamation de l'indépendance sur le sol camerounais. Parce que le Cameroun, dans ses 475 000 km² actuels, est un État membre de l'ONU, dont l'ONU est garante de l'intégrité du territoire. Le porte-parole du gouvernement a dit qu'il n'y avait pas eu de déclaration d'indépendance. Il n'y a pas eu d'indépendance. Pourquoi est-ce que l'ONU devrait condamner quelque chose qui n'a pas eu lieu? Pourquoi est-ce que l'ONU devrait condamner quelque chose qui n'a pas eu lieu? Je ne sais pas si nous avons suivi les mêmes événements, mais moi je suis resté à la télévision dimanche, le 1er février. Et vous avez vu des gens proclamer l'indépendance? J'attendais que l'on proclame l'indépendance. Ça n'a pas été fait. Parce que l'objectif des manifestations qui ont été annoncées à l'avance et qui l'ont été par les groupes séparatistes, c'était qu'ils vont proclamer leur indépendance ce jour. S'ils n'y sont pas parvenus, tant mieux. Et merci pour tous ceux qui ont empêché que cette déclaration d'indépendance n'ait eu lieu. Mais l'intention valait déjà l'acte. Parce que nous savons très bien, sauf à devenir des démagogues stériles, parce que nous croyons que pour renverser ce régime, nous devons emprunter toutes les voies. J'ai dit à mes frères de l'opposition, attention, l'opposition égyptienne a utilisé des voies peu formelles pour renverser le régime de Moubarak, et l'opposition n'est pas arrivée au pouvoir. C'est l'armée qui est arrivée au pouvoir. Tirons donc des leçons de certaines méthodes que nous croyons très fertiles parce que les voies classiques d'accession au pouvoir nous échappent. On accède au pouvoir par les élections. Organisons-nous, accédons au pouvoir par les élections et changeons démocratiquement l'ordre politique. Ne soutenons pas tout ce qui affaiblit l'État parce que nous voulons affaiblir un régime. Faisons toujours et restons constants dans l'idée que le régime de Biya et son RDPC sont certes de mauvais régimes, mais ne les confondons pas à l'État, même si eux-mêmes s'efforcent tous les jours d'être confondus à l'État. Restons des hommes politiques déterminés à être porteurs de la construction d'un État, pas des régimes, d'un État, un État. Et un État, chacun ne se lève pas là-dedans pour dire que lui proclame l'indépendance. Je serais à la place de Biya, j'aurais fait exactement la même chose. C'est-à-dire de déployer les forces de défense et de sécurité pour empêcher qu'une telle manifestation n'ait lieu. Très bien, on a compris. Avec les branches du supposé arbre de la paix, qui ne sont que des démonstrations d'un groupuscule qui en réalité est instrumentalisé et tout le monde le sait. Alors, pour vous, la manifestation du 1er octobre dernier dans les partis anglophones occulte totalement toutes les autres revendications qu'il y a dans cette partie du pays, notamment le fédéralisme dont on a entendu parler, ces revendications sur la forme de l'État qui ont été demandées depuis quelques mois. Pour vous, les manifestations du 1er octobre n'ont plus rien à voir avec cet autre mal-être qui avait été qu'on a enregistré depuis le début de cette crise dite anglophone. C'est cette question qui m'a amené à votre émission, parce que moi je suis en deuil, j'aurais pu ne pas venir. Vous venez de poser la question essentielle.
Je veux rappeler aux anglophones du nord-ouest et du sud-ouest, aux populations, pas aux anglophones, aux populations du nord-ouest et du sud-ouest, que nous sommes dans une démocratie représentative. En attendant de devenir dans l'anarchie que prêchent certains, nous sommes encore dans une démocratie représentative. Les régions du nord-ouest et du sud-ouest le nord-ouest a 20 députés qui représentent cette région à l'Assemblée nationale. Le sud-ouest en a 15, ça fait 35. Dans les 35 là, le SDF a 13 députés au nord-ouest, 1 au sud-ouest, ça fait 14. Et j'ajoute un qui est au littoral, aussi qui est originaire du sud-ouest, ça fait 15. Voilà les représentants légitimes du peuple de cette région. Le RDPC en a 7 au nord-ouest et 14 au sud-ouest, ça fait 21. Voilà leurs représentants. S'il y a des revendications politiques au nord-ouest, c'est le SDF qui est porteur de la légitimité démocratique dans ce pays, là-bas. Très bien. Ce n'est pas le SNC. Ce n'est pas les gens qui sont assis aux États-Unis. S'il y a une revendication au sud-ouest, c'est le RDPC en tant que majoritaire qui est porteur de cette revendication. Je prends acte que depuis que le SDF existe, il n'a pas fait à l'Assemblée nationale de revendication au nom des populations, ni du nord-ouest, ni du sud-ouest. Il n'a jamais fait. Très bien. On reviendra. Le RDPC non plus. Permettez qu'on donne la parole à notre Chacun ne peut femme. pas se lever dans ce pays, sauf si nous sommes là pour cautionner le désordre. Chacun ne peut pas se lever, assis aux États-Unis, assis n'importe où, décider d'être le représentant légitime des peuples du Nord-Ouest et nous dire qu'il revendique la modification de la forme de l'État. C'est inacceptable. Maître Lavoisier Tchapi nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour maître et bon dimanche à vous. Bonjour à vous et bonjour à tous les téléspectateurs de Kinos. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun, vous êtes également cadre du Social Democratic Front, le SDF. Merci d'être là. Alors, nous parlions justement de ces événements du 1er octobre dernier dans la partie anglophone du pays, mais surtout la sortie des organisations internationales au sujet de ces événements et même de la crise anglophone tout simplement. Alors pour vous, quelle peut être la portée donc de ces sorties, notamment le communiqué des États-Unis, le communiqué des Nations Unies qui demande aussi une enquête, le communiqué de la francophonie aujourd'hui, tout ce qui condamne les violences de ce 1er octobre. Quelle peut être la portée de toutes ces sorties médiatiques? Je pense que ces sorties médiatiques sont d'abord justifiées et ensuite la portée peut avoir un impact sur les relations que le Cameroun a avec la communauté internationale. Je dois dire que ces sorties sont justifiées. Pourquoi? Parce que nous continuons, à l'heure où je vous parle, de déplorer les arrestations massives et les déportations des anglophones à Yaoundé. Déportation. Les déportations. Les gens sont arrêtés dans le sud-ouest et le nord-ouest et sont amenés à Yaoundé pour des motifs qu'on ignore. À ce moment, ils sont près de 150 qui ont été arrêtés et déportés à Yaoundé. Déjà que ceux qui sont déjà emprisonnés en Kondengui et dans diverses prisons de Yaoundé, au CED et autres, n'ont pas encore été libérés. Et pour des motifs fallacieux, parce que je participe à la défense de ces anglophones. Je sais pourquoi certains sont là. Ça ne valait pas la peine qu'ils soient là. Mais que des gens soient arrêtés dans le nord-ouest, dans des conditions terribles, parce que l'armée que le gouvernement a déployée dans ces régions casse les domiciles, casse les chambres, fouille, arrête les gens, les torture et les déporte à Yaoundé. J'appelle ça déportation. Parce qu'il y a les tribunaux compétents dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest pour juger toutes les infractions qui sont commises là-bas. Il n'y a pas de justificatif que des gens soient arrêtés et déportés à Yaoundé. La deuxième chose que je voudrais déplorer, c'est les tueries. Rien ne justifie. L'armée camerounaise, c'est une armée professionnelle. C'est une armée de guerre. Rien ne justifie que pour une opération de maintien de l'ordre, l'armée soit déployée sur le terrain. Le militaire n'a pas appris à maintenir l'ordre. Le militaire est là pour appuyer sur la gâchette et tuer. Ceux qui déploient le BIL dans les régions du sud-ouest et d'autres forces armées savent ce qu'ils veulent faire. Et nous connaissons le résultat. Je voudrais dire une chose. Voici la loi qui porte maintien de l'ordre au Cameroun.
cette loi, elle dit ceci, à l'article 4. Lorsque, nonobstant les dispositions de l'article 3, l'usage des armes peut intervenir sur réquisition expresse de l'autorité administrative dans les cas suivants. Lorsque les violences et voies de fait graves généralisées sont exercées contre les éléments de maintien de l'ordre. Il faut justifier qu'il y a des violences graves contre les éléments de maintien de l'ordre. En cas d'usage d'armes à feu contre les forces de maintien de l'ordre. Voilà les cas où on peut utiliser l'arme. Dans ces deux cas, l'usage d'armes n'est admis que si les forces de maintien de l'ordre ne peuvent pas se défendre autrement. Et n'intervient qu'après plusieurs sommations faites par des haut-parleurs et par tout autre moyen. L'usage des armes contre les éléments de grand banditisme ou de bandes réelles armées peut intervenir sans réquisition. C'est un texte hors contexte. Moi, je voudrais dire que dans les opérations de maintien de l'ordre, il y a deux genres d'armes qui sont autorisées. Il y a la matraque, le gaz lacrymogène. Voilà les deux seules armes que pour les opérations de maintien de l'ordre on peut utiliser. Alors, rien ne justifie que des citoyens qui n'ont que l'arbre de paix en main soient tués. Alors, mais je voudrais vous poser une question. Je voudrais dire que ceux qui ont déployé les forces de défense contre des citoyens innocents qui ne portaient que des arbres de paix emportent la responsabilité de cette tuerie. Alors, on va rapidement passer sur cela parce que on a pas les éléments. Mais avant, je vous en prie, Maître Lavoisier Tchapi, est-ce que cette loi dont vous parlez est applicable en cas de guerre? Parce que pour Elie Mbilobé, nous étions en situation de guerre le 1er octobre 2017 dans la partie anglophone du pays. Il vient de nous faire comprendre qu'on avait affaire à des personnes qui voulaient annoncer, déclarer leur indépendance et que dans cette configuration, nous étions en période de guerre. Période de guerre, on peut imaginer que des éléments des forces de l'ordre sont obligés d'utiliser leurs armes. Étions-nous en situation de guerre le 1er octobre dernier en région anglophone du pays? Je ne voudrais pas faire offense à la mémoire de M. Elie Mbilobé, mais je crois qu'il ne comprend rien de ça. Comment peut-il dire que le 1er octobre on était en guerre? C'est la première fois que les anglophones fêtent le 1er octobre dans ce pays. Ils l'ont toujours fait. Et le gouvernement sait. À Yaoundé, les gens ont fêté le 1er octobre. Les gens ont marché à Ebolova pour le 1er octobre. Le contexte a changé. Ah bon, quel contexte? Je voudrais dire que aucun état de guerre n'a été déclaré ni dans le sud-ouest, ni dans le nord-ouest. Si M. Elie Mbilobé a une décision qui déclare la guerre dans ces régions, il n'a qu'à le dire. Ne confondez pas les contextes. Je ne nie pas que dans cette crise anglophone, il y a des extrémistes. Il y en a. Des bombes ont éclaté artisanalement, il y en a. Mais l'armée a les moyens. L'armée, les forces de maintien de l'ordre, ils ont des techniques pour détecter ceux qui causent des infractions. Les interpeller et les faire juger. Très bien. Merci. Donc, on n'était aucunement dans un contexte de guerre. Tout le monde a vu les images à la télévision et dans les réseaux sociaux de ces manifestations. Je pense que c'est regrettable pour notre État de se comporter comme ça. Rapidement, on va faire juste un petit arrêt là-dessus parce qu'on va parler d'autre chose. Allez-y sur le sujet. Ce qui me gêne dans ce débat-là, c'est que très souvent, lorsque vous avez pris position, par moment, on a tendance à dire vous êtes contre une partie de vos compatriotes. Notamment lorsque vous dites vous n'avez pas besoin de cette situation-là qui nous a été imposée, on vous dit vous êtes contre les anglophones. Je voudrais parler de manière générale. Nos manifestations, nos sorties visent à condamner toute forme de primordialisme qui a tendance à nous ramener vers le bas que de nous élever. Et quand je suis le discours de Maître tout à l'heure, il y a également une partie des compatriotes, et c'est bien ce que Limbi disait tout à l'heure également, qui pensent que c'est bien ce désordre-là parce qu'on va voir très bien comment est-ce que le gouvernement va faire pour sortir de là. Il ne s'agit pas de ça, monsieur. Il s'agit de dire est-ce que en tant qu'État, en tant que République, nous avons le droit, ou alors nous avons, est-ce que nous avons le droit de préserver l'intégrité territoriale?
Voilà la question qui est posée. Les gens peuvent manifester très souvent le 1er octobre. Dans le cas d'espèce, il y avait bien une déclaration d'indépendance qui était sur la table et pour lesquelles sur la table, vous avez dit. Oui, mais bien sûr, La sur la table table, tout le monde en a parlé. Vous disiez tout à l'heure que Elimbi Lobe est amnésique. Vous êtes doublement amnésique également. C'est-à-dire que vous êtes le seul ici au Cameroun à n'avoir pas entendu parler de cette déclaration d'indépendance qui devait la faire. Et c'est dans le rôle. Je ne suis pas le porte-parole. Je ne suis pas le porte-parole des sécessionnistes et donc il ne faut pas savoir dans quel endroit ils voulaient le faire. Mais le devoir également d'anticipation est un devoir régalien et c'est pour cette raison-là qu'on a pris un certain nombre de dispositions. En ce qui me concerne, je reviens encore là-dessus, il est dans le rôle des institutions internationales d'envoyer très souvent des messages de pondération. Et dans le cas d'espèce, aucun citoyen camerounais, futur anglophone ou francophone, ne pourra jamais se réjouir du fait qu'il y a quelqu'un quelque part qui a été tué, soit par les forces de l'ordre, soit dans le cadre d'une manifestation. Et dans ce cadre-là, effectivement, il va falloir que les gens s'apaisent. Mais également, je voudrais aussi que les journaux aient un traitement équilibré des phénomènes tels que nous les vivons aujourd'hui. Parce que ce n'est pas le cas pour vous. Non, ce n'est pas le cas. Très souvent, vous avez tendance à encenser des gens qui sont du côté d'eux. Et attendez, je vais vous donner un cas. Dans un tranche d'antenne très largement suivi, il y a le fils également d'Aya Abine qui est intervenu, à qui on avait posé une question simple. Est-ce que vous pouvez demander demain aux populations du sud-est et du nord-ouest d'envoyer leurs enfants à l'école? Ce gars-là a fait 1 minute 30 de plateau, n'a pas voulu répondre à cette question. Le lendemain, j'ai entendu, mais il a donné leçon de grammaire aux francophones, ainsi de suite. À un moment donné, il faut être raisonnable. Il y a dans un conflit un certain nombre de revendications qui sont faites. Les revendications, on ne peut pas s'en passer, mais également c'est du devoir du gouvernement de savoir cadrer les revendications, parce que sinon à un moment donné, vous serez débordé. Attendez, revenons encore sur terre. La Catalogne aujourd'hui, je trouve seulement que la Catalogne veut programmer son indépendance, il ne sait pas finalement, ils sont en train d'hésiter, mais cette partie du territoire espagnol vit aujourd'hui d'une très large autonomie. Donc même quand on dit également qu'il faut encenser soit le fédéralisme, soit dans la décentralisation, ce n'est pas le fédéralisme et la décentralisation qui va venir à bout de toutes les formes de revendications que les individus auront envie de faire. Reste que c'est une revendication quand même. Reste que la revendication. Ça peut être une revendication. Il faut qu'elle soit républicaine, c'est tout ce que nous demandons. Alors, elle pose des problèmes, mais également pour le compte de ma petite communauté, elle peut également poser des problèmes, mais en ce moment, le voie républicaine. On n'a jamais dit au Cameroun, vous n'avez pas le droit de... Très bien. Edmond Kamga, justement, parlant de ces sorties de la communauté internationale, mais pas que, puisqu'il y a également eu les sorties de la société civile camerounaise, de REDAC et toutes les autres personnes qui se sont exprimées sur cette question. On revient toujours à cette proposition, ou alors cette suggestion même, le dialogue. Alors, si... tant est attendu qu'on n'avait qu'à faire à des sécessionnistes, comme on semble le dire le 1er octobre, avec qui doit-on dialoguer? Comment comprendre le dialogue que préconise aujourd'hui la communauté internationale? Il reste un problème de fond, même si on a assisté à peut-être à des infiltrations le 1er octobre, il reste qu'on demande aujourd'hui le dialogue entre toutes les parties. De quelle partie parle-t-on? Voilà, la question du dialogue, ça me permet de retourner dans le communiqué du secrétaire général de l'ONU qui a demandé l'ouverture d'un dialogue inclusif, un dialogue véritable et inclusif. Dans le même communiqué, il disait, à travers son porte-parole, qu'il faut préserver l'unité et l'intégrité territoriale du Cameroun. Tout à l'heure, j'ai cru entendre de la part de l'INBI une sorte de procès d'intention vis-à-vis des Nations Unies. J'ai dit non, le communiqué est clair. Il demande de préserver l'unité et l'intégrité territoriale. Ça, c'est le texte du communiqué du secrétaire général de l'ONU. Et dans le même communiqué, il parle de l'ouverture d'un dialogue véritable et inclusif. Maintenant, qui peuvent être les partenaires de ce dialogue? Effectivement, je pense que c'est la plus grande question qu'il faut poser à l'heure actuelle. Parce qu'aujourd'hui, de part et d'autre, tout le monde est d'accord pour le dialogue. À un moment donné, ceux qui, dans le gouvernement... Tout le monde est d'accord pour le dialogue? Oui, tout le monde est d'accord pour le dialogue. Tout le monde sait qui.
Tout le monde c'est qui? Moi, je ne suis pas d'accord pour le dialogue. Ah, vous ne voulez pas le dialogue? Vous nous direz Non, moi je suis pour le dialogue, mais je ne suis pas sûr que les sécessionnistes soient prêts pour le dialogue. On ne parle pas de sécession. Il n'y a pas que les sécessionnistes dans cette affaire. Il n'y a pas que les sécessionnistes dans cette affaire. Si nous parlons du 1er octobre, c'est parce qu'il y a eu escalade de violence dans la région du Nord-Est. Pas escalade de violence, parce qu'il y avait cette menace de sécession. C'est pour ça que nous parlons du 1er octobre. Nous ne parlons pas de il y a une crise dans la région anglophone depuis octobre 2016. Monsieur Samuel Motte. Et c'est de cette crise qu'on parle aujourd'hui. On ne parle pas seulement des événements du 1er octobre. On parle d'une crise qui perdure aujourd'hui. Vous ne pouvez pas dissocier les événements du 1er octobre du reste des événements. Le gouvernement a vidé cette crise-là de sa substance initiale parce que, je peux vous dire, on peut vous faire la litanie des revendications initiales de ces gens. On a pratiquement donné suite à à l'intégralité des revendications. Pour vous, il n'y a plus de revendications. Il n'y en a plus. Il n'y a plus de Parce revendications. qu'effectivement, plus on s'avance, plus on veut tendre vers le consensus, plus on veut tendre vers la compréhension, plus il fixe la barre un peu plus haute. Très bien. Dans le cas d'espèce, on a dit vous libérez les gens, effectivement on a libéré. Pourtant on n'a pas libéré. Il y a encore des gens en détention. Pour des raisons que il y a encore des gens en détention. Mais pour des raisons également que vous pouvez imaginer. Albertine, il n'y a que la République qui nous protège en tant que citoyens. Si vous mettez la République dans la rue, vous-même, vous ne serez plus protégés. Dans le cas de fait, sur quelle base a-t-on libéré les 40 autres? On les a libérés parce que, par rapport à un certain nombre de griefs qui avaient été faits au départ, on a pensé effectivement qu'il y avait matière à libérer. Mais vous posez effectivement une bonne question. Mais vous voyez bien que pour arriver à l'apaisement, on est prêt à faire un certain nombre de distorsions, y compris aller à l'encontre d'un certain nombre de règles constitutionnelles. Très bien. Et on l'a fait. Maintenant, vous pouvez également, mais Albertine, laissez-moi le dire également, il y a aussi des procès que l'on fait pour les armes. Très bien. Vous comprenez très bien que dans la dynamique, on avance pas beaucoup. S'il n'y a rien dans les faits. Je dis on les fait pour les armes et pour les armes. Comme l'affaire des évêques du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. On les a consommés sur quelle façon on a abandonné. Excuse-moi de t'avoir coupé. Allez-y, Edmond, rapidement. Il me semble que, et je le répète, les grandes tendances aujourd'hui, quand je suis l'actualité politique nationale et internationale sur la crise anglophone, les grandes tendances tendent vers le dialogue, vers l'ouverture au dialogue. Il y a le besoin d'une enquête pour savoir exactement ce qui s'est passé le 1er octobre. Il y a également le souci et l'urgence d'un dialogue. Et je pense que ce souci est partagé par les parties prenantes. Quand je parle des parties prenantes, je pense d'abord au gouvernement, à travers son porte-parole, qui nous a rendu visite ici à Equinox, et qui a dit qu'ils sont ouverts au dialogue sur la question de la crise anglophone. Je pense également aux leaders de consortium. Félix Abombala, on l'entend régulièrement ces derniers temps, qui appelle à la cessation des violences, qui est pour le dialogue, pour l'ouverture au dialogue. Et je pense que c'est un leader qui a conçu sa légitimité à travers le rôle qu'il a joué, à travers le consortium qui a été malheureusement interdit par le gouvernement. Mais aujourd'hui, on a besoin de ces leaders de consortium pour ce dialogue dont il faudra ouvrir. Il y a également une autre frange de la population, la société civile, il faut le dire, qui est également concernée par ce dialogue-là, notamment les organisations non gouvernementales qui s'occupent des questions des droits de l'homme. Il y a également les partis politiques. Tout à l'heure, on en parlait, qu'il y a les partis politiques représentés à l'Assemblée nationale. S'ils ont encore une légitimité, il faudrait bien que leur parti soit associé à ce débat-là, qui doit s'ouvrir sur cette question nationale, parce que la question anglophone aujourd'hui, c'est un problème national. Il faut ouvrir ce dialogue. Il me semble même, à travers le porte-parole du gouvernement et à travers le chef de l'État, que ce dialogue pourrait bientôt s'ouvrir. La question de fond aujourd'hui, c'est celle de savoir s'il faille associer ou non les extrémistes, notamment ceux-là qui, à l'extérieur du pays, n'est-ce pas, agitent, n'est-ce pas, manœuvrent pour qu'un certain nombre de choses soient faites et qu'on assiste à ce que l'on a vu. Parce qu'une bonne partie des morts, on l'a vu à la frontière du Cameroun entre le Nigeria. Merci Edmond Kamia. Je suis vraiment surprise, M. Samuel. Le souci du dialogue inclusif est de savoir s'il faut les associer ou pas et dans quelles conditions. Moi, je pense que le débat, c'est à ce niveau-là. En ce qui concerne les sécessionnistes.
Monsieur Samuel, je suis vraiment surprise que vous me disiez sur ce plateau qu'au sein du gouvernement, ou alors au sein de votre parti politique, le RDPC, on a élagué la question des revendications anglophones à ce jour, parce que même votre président national de votre parti est pour le dialogue. Le post qu'il a fait sur sa page Facebook, permettez-moi de le dire, pendant les événements du 1er octobre, est très clair. Le président de la République pense qu'on peut discuter de tout dans un dialogue. Je reprends justement ce post-là, je le cite. Il n'est pas interdit d'exprimer ses préoccupations dans la République. En revanche, rien de grand ne peut se construire dans la surenchère verbale, la violence de rue, le défi de l'autorité. Seul un dialogue serein permet de trouver des solutions à un problème. Ça veut dire que pour le président de la République, on doit passer par un dialogue. Elim Lobé, vous ne savez pas, vous reviendrez. Elim Lobé, vous n'êtes pas du tout d'accord avec le dialogue. Mais attendez, il faut que tout le monde m'écoute très bien. Je ne suis pas d'accord avec le dialogue. D'abord parce que le président de la République, qui sait très bien qu'il est très contesté, il est même à la limite vomi par le peuple camerounais, se sert de ce type de subterfuge pour se remettre habilement en scène et de devenir le centre de quelque chose, d'un mouvement qui était censé être un mouvement qui l'évince. C'est ça les fautes de l'opposition, les fautes tactiques. Deuxièmement, je ne suis pas pour le dialogue, parce que ceux qui en parlent sont ambigus. Ils disent qu'ils veulent un dialogue inclusif. Et ils disent, mais pas de sécessionnistes. Pourtant, c'est les sécessionnistes qui ont déclenché cette crise, qui est une crise politique. Ah bon? C'est bien les sécessionnistes qui ont déclenché cette crise. La crise anglophone. Donc vous madame, c'est moi qui parle. Allez-y, je veux juste préciser. Si vous dites un dialogue inclusif, sachez que vous allez prendre tout le monde parce que tout le monde a droit à la parole. Vous ne pouvez donc pas exclure les sécessionnistes. Vous devez les prendre. Sinon, votre dialogue n'est pas inclusif. Sauf que la sécession est interdite par notre loi. Ah, elle n'est pas... Mais pas le fédéralisme. Elle n'est pas admise. Elle n'est pas admise, la sécession. Voilà. Maintenant... On ne peut pas discuter on peut pas discuter de sécession. Mais vous avez une partie de Camerounais qui sont en train de vous dire que c'est ça leur option. On ne parle pas de cette partie. Mais donc vous excluez certains. C'est vous qui avez la parole. Ok. Ça veut donc dire que tout le monde voit que c'est de la démagogie, il n'y a pas de dialogue inclusif. Ayez le courage de dire que nous ne voulons pas dialoguer avec les sécessionnistes, mais nous voulons dialoguer avec tout le monde sauf les sécessionnistes. N'utilisez pas les termes qui vous condamnent après. Troisième chose pour laquelle je ne veux pas de dialogue. Parce que nous sommes dans un pays où, vous avez entendu comment Edmond a parlé? Parce que Agbombala s'est illustré dans un mouvement. Il est devenu légitime. Donc si j'organise une contestation ici demain, et qu'il y a 2000, 3000 personnes qui sortent, qui marchent, je deviens légitime, on doit dialoguer avec moi. Non! Le dialogue se fait avec les représentants légitimes du peuple. Ce sont les élus. Et je prends à regret que le Nord-Ouest, où le SDF a été élu à la majorité absolue, 13 députés sur 20. Très bien. C'est là-bas qu'on a refusé d'écouter le SDF. Quels sont ceux qui sont partis agresser le vice-président de l'Assemblée nationale, élu du Nord-Ouest, portant la parole des peuples du Nord-Ouest chez lui? Ça veut dire que vous voulez dialoguer? Maître, je termine s'il te plaît, je termine sur la question, c'est très important. Rapidement, je vous en prie, le temps passe. Nous sommes à 13 mois déjà passés, moins de 13 mois des élections de représentation. D'où vient-il que des acteurs politiques sérieux, au lieu de s'atteler à la préparation des élections, qui sont la seule voie légitime pour parler au nom de notre peuple, en vertu de l'article 2 de la Constitution, qui dit que la souveraineté nationale appartient au peuple camerounais, qui l'exerce, soit par l'intermédiaire du président de la République et des membres du Parlement, soit par le référendum. Ça veut dire que l'année prochaine, nous allons envoyer au Parlement des gens qui vont exercer la souveraineté,
qui pourront donc débattre de la question de la forme de l'État, tant il est que certains veulent en débattre. D'où vient-il qu'on dise maintenant, non, on ne va plus aux élections, c'est pas les élections notre priorité, on ne prépare pas les élections, allons au dialogue. Donc c'est dans ce dialogue-là qu'on va modifier la forme de l'État. Ça sera pour parler de quoi? Vous voyez comment on est en train de choisir arbitrairement les gens qui vont participer à ce dialogue. Lorsque vous allez laisser certains, ils vont faire la même anarchie. Et ils vont contester à ceux qui auront été là-bas le droit d'y être et de parler en leur nom. Je vous en prie. Alors aux élections. Très bien. Et que ceux qui veulent décider des affaires du pays aient un mandat. Je n'accepterai pas que des gens le dialogue, je vous en prie, Eline Bilobel, s'il vous plaît. Changer la forme de l'État. Je vous en prie. Il me semble que le dialogue dont on parle, c'est pour régler un problème ponctuel. Il ne s'agit pas de décider de la marche de la nation tout entière à travers ce dialogue. Je vous en prie. Monsieur Lavoisier Tchapi, vous avez la parole. S'il vous plaît, monsieur Eline Bilobel. Il parlait de ce problème. Vous êtes d'accord qu'il y a des déclarations de candidature, on en parlera tout à l'heure, pour la présidence de la République. Ça veut dire que les choses continuent, les Camerounais pensent qu'on doit aller aux élections. Alors, Lavoisier Tchapi sur le dialogue. Sur le dialogue, je vous en prie. Je voudrais dire deux choses. Les revendications des ressortissants du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, c'est des revendications suite à la malgouvernance. Ça n'a pas commencé avec la grève des avocats, ça n'a pas commencé avec les enseignants. Quand la population de Bamenda monte à Santa, quand ces messieurs détruisent le péage, depuis 4 à 5 ans, il n'y a plus de péage à Santa, c'était avant les avocats. Il n'y avait pas encore la revendication des avocats. C'était une revendication. Ils ne comprenaient pas que depuis 1965, jusqu'à ce jour, 40 ans plus tard, que le gouvernement n'arrive pas à goudronner 50 km de route entre Bafoussam et Bamenda. Il est incompréhensible que depuis 1970, on extrait le pétrole à Limbe. On a installé la Sonara à Limbe. Aucun avocat n'a jamais été directeur général de la Sonara. La SNH qui vend le pétrole à Limbe, aucun anglophone. Aucun anglophone. Aucun anglophone n'a jamais été directeur général de la Sonara. On est allé installer la SNH qui vend le pétrole tiré de la Sonara à Yaoundé. Aucun anglophone n'a jamais été directeur général de la SNH. La société de stabilisation des hydrocarbures qui fixe le prix de ces carburants sortis de Limbe et à Yaoundé. Aucun anglophone n'a jamais été directeur général de ça. Donc, comprenez que les revendications des populations du Sud-Ouest et du Nord-Ouest, c'est des choses qui dépassent le cadre des avocats, c'est des choses qui dépassent le cadre des huissiers. Quand vous dites par exemple que le gouvernement a satisfait quoi? Dans le cadre des enseignements, vous ne connaissez pas les revendications des enseignants anglophones. Vous ne pouvez pas en citer 2 ou 3. Le gouvernement a satisfait quoi chez les enseignants anglophones? Rien du tout, à ce jour. Et il y a des vous dites qu'on a... Lavoisier Tchapi. Le recrutement, ce n'est pas ce que les enseignants avaient demandé. Il y a un redéploiement. Ce n'est pas ce que les enseignants avaient demandé. Des fonctionnaires dans la région anglophone du pays, dans le ministère de la Justice. Il y a eu quand même on parle de dialogue. On parle de dialogue. Vous êtes pour le dialogue? Sous le régime de M. Paul Biya, à quoi sert le dialogue? Voilà. La tripartite. On a vu la tripartite. Qu'est-ce que la tripartite a donné? Est-ce qu'on a respecté les accords de la tripartite à ce jour? Alors, la crise anglophone là, c'est la suite du non-respect des accords de la tripartite. Quand on a fait l'ECAM, on a dit pour choisir les membres de l'ECAM, le gouvernement doit obligatoirement consulter les partis politiques et la société civile. On a consulté, mais à quoi ont servi ces consultations? Est-ce que le gouvernement a tenu compte de l'avis des consultations? Donc vous aussi, vous n'êtes pas pour le dialogue. Troisième chose, c'est le gouvernement qui a rompu le dialogue à Bamenda. Vous ne pouvez pas négocier avec des gens le samedi. Le dimanche, vous dites leur association avec laquelle vous avez négocié est illégale. Vous les arrêtez, vous les emprisonnez. Ah, monsieur Tchapi, je vous en prie. Et ensuite... Je vous en prie. Non, je veux dire que... Je vous comprends. La radicalisation du mouvement anglophone... La radicalisation du mouvement anglophone, c'est le gouvernement de M. Paul Biya qui le provoque. Très bien. Vous arrêtez les gens, vous les mettez en prison, vous envoyez l'armée aller tuer d'autres dans la rue. Et je voudrais vous dire une chose, parce qu'aujourd'hui, on parle de dialogue. Moi, je pense qu'il faut que le gouvernement soit sérieux. Les populations que nous avons vues descendre massivement dans la rue s'identifient avec ceux qui sont arrêtés et détenus à Yaoundé. Et ces populations ont formulé une revendication claire.
Si vous voulez le dialogue, prenez des mesures. Ils ont formulé ça par la remise de qui? Qui a parlé au nom de ces populations le premier? S'il vous plaît, ne m'interrompez pas. Non, non. Ne soyez pas péremptoire à mettre. Ils vous ont regardez qui? Vous aurez la parole. Regardez, moi je vais attirer votre attention sur un point. Lorsqu'il y a eu ces manifestations dans le sud-ouest et le nord-ouest, vous allez vous rendre compte que les populations, quand elles sortent et manifestent, s'orientent dans les chefferies traditionnelles. Parce que l'homme anglais a connu ce qu'on a appelé le indirect rule. Le chef traditionnel était un responsable extrêmement important chez l'anglophone. Monsieur Tchapi, je vous en prie, relancez, s'il vous plaît. Je voudrais donc dire que votre position rejoint certainement celle de... Votre position rejoint celle de votre... dire que s'il y a dialogue, vous permettre de parler, je vous en prie. S'il y a dialogue, comme M. Paul Biya... Vous êtes pour ou contre le dialogue? Non, je voudrais m'exprimer. Allez-y. Je ne vois pas seulement dire non. Si M. Paul Biya est sérieux avec sa formulation de dialogue, il faut que Paul Biya donne d'abord les garanties que les résolutions de ce dialogue seront appliquées. Lesquelles, par exemple? C'est quoi des garanties? Une parole, une déclaration, c'est quoi? On dialogue sur quoi? Alors, je vous en prie. Il faut par exemple que le dialogue soit assisté par la communauté internationale. Pour parler de quoi? Et que cette communauté, pour parler des revendications des ressortissants du sud-ouest et du nord-ouest. Je vous en prie, s'il vous plaît. Alors, Maître Tchapi, le président de votre parti. Donnez-nous 4 revendications des anglophones. Je cite un dialogue pour la satisfaction de ces 4 revendications. Donnez-nous 4. Elie Bilobert. Il en a donné une. Est-ce que je peux parler? Je peux lui donner une. Oui. L'homme anglophone a une identité différente de l'homme francophone. Oui. Oh là là. Oui, laissez. Une identité. Oui. Il a une identité. On a été colonisé par deux puissances différentes. Oui. Il a une identité différente. Oui. Alors, restaurer l'identité de la population. C'est laquelle? C'est laquelle? Alors, je vous en prie. Merci. Alors, je disais, s'il vous plaît, je disais peut-être la vasée. C'est parce que c'est de non-sens. Elie Bilobert, j'ai la parole, je vous en prie. Sinon, on coupe votre micro. Vous me laissez parler, s'il vous plaît. Je disais que votre position rejoint justement celle du chairman du SDF qui estimait peut-être que le temps du dialogue est passé. Mais s'il n'y a pas de dialogue, si on ne peut pas dialoguer aujourd'hui, comment est-ce qu'on va faire pour résoudre les problèmes que vous posez? Ne devrait-on pas rejoindre finalement Elie Bilobert sur la question de travailler sur l'alternance pour que ceux qui auront la destinée, prédestineront la destinée du Cameroun, implémentent finalement ce dont ils ont besoin? Samuel Mout. Écoutez, on se rend bien compte de la profondeur des problèmes que nous sommes en train de soulever. Il a parlé tout à l'heure de l'identité des anglophones. Mon cher maître, l'identité de Bamileke que vous êtes, je peux imaginer, n'est pas la même que l'identité. C'est différent. Du petit Banen. Je suis francophone. Attendez. Avant d'être Bamileke. Oui, mais justement, autre forme de primordialisme. Vous avez compris? Il se revendique d'un primordialisme. Monsieur Samuel, si on veut tenir ce raisonnement, on ira dans le nord-ouest chercher l'identité. C'est bien, c'est vers quoi? Samuel Mout a la parole. S'il vous plaît, cher monsieur, allez-y. C'est bien ce vers quoi on... Est-ce qu'on peut s'écouter? C'est bien ce vers quoi nous tendons aujourd'hui. C'est-à-dire que lorsqu'on aura fini de satisfaire le primordialisme anglophone, on va s'attaquer demain au primordialisme bamileke, après Bamoun, après de l'extrême nord, et puis peut-être un jour ça arrivera chez le petit Banen que je suis. Sauf que vous balayez de la main la réunification de 1961, monsieur Samuel. Mais c'est du passé. Pourquoi voulez-vous qu'on soit assis sur le passé? Pourquoi voulez-vous qu'on soit assis sur le passé? Sur l'avenir. C'est une revendication. Notre chose, vous ne vous rendez pas compte. Qui s'est faite avec... Écoutez, vous savez, le fait que nous soyons une mosaïque de tribus dans une république aussi fragile que la nôtre complique la gestion des hommes, complique la gestion de la chose publique, complique pas mal de choses. Nous sommes en train de rentrer dans une autre forme de complication. Écoutez, il a même été plus fort. Enlever le directeur général de Sonara aujourd'hui, qui me semble vient du nord ou de l'extrême nord, je ne sais pas très bien, mettez-y un anglophone. Comme ça, les anglophones seront contents. Ils seront contents. Et les non-dits seront fatigués. Voilà c'est à quoi on tend.
Au nord, il y a quelle élevons-nous et posons la bonne question. Non, là, ils ont brimé. Si aujourd'hui la personne qui est la même. Non, mais monsieur le maire, je vais seulement dire une petite minute pour vous aurez votre temps de parole. Faites-moi ce petit privilège. Je vous en prie, permettez-moi un peu de gérer ce plateau assez difficile comme je peux. Quelle est la personne qui est la plus à même à diriger une entreprise aussi complexe que la Sonara? D'où que vienne la personne, on la prendra et on ne tiendra pas compte effectivement de son passé. Et le problème tel que les anglophones le posent, et vous êtes tombé sur ce piège-là, en vous revendiquant d'un primordialisme colonial, c'est-à-dire que soit francophone, soit anglophone, il y a d'autres primordialismes plus importants et d'ailleurs qui sont plus naturels et plus légitimes que ce primordialisme-là. Parce qu'en réalité, quand vous dites que vous êtes francophone et anglophone, les gens qui ont conçu ce primordialisme dans le sud-ouest ou dans le nord-ouest, en fait, ils le font en effaçant leur primordialisme ethnique. Alors, je vais essayer de résumer. Il a le même niveau. Voilà, il a le même niveau et de mêmes conséquences que ce primordialisme que vous allez le faire à l'échelon d'un village, d'un canton ou alors d'une région. Parce que également, est-ce que vous voulez me dire à travers ce discours comme celui-là que chaque fois, en fin de, je sais pas moi, tous les 2 ans, tous les 3 ans, tous les 4 ans, bien tous les ans, il va falloir que dans la République, on s'assied pour dire, voilà le nombre de gens du littoral qui ont été promus au courant de l'année, il faudra qu'on change. Mais rien n'a été fait en faveur d'une communauté. Je vais résumer pour vous, et M. Limblobé, Samuel Mout, pas de dialogue, il faut pas de dialogue. Non, je n'ai jamais dit. Écoutez, je vais tellement être consensuel dans mes interventions que je serai la dernière personne à dire que je ne suis pas contre le dialogue. Mais on dialogue sur quoi? Par contre, il y a quelque chose sur lequel. Je ne sais pas de quoi on va dialoguer, mais il y a une chose sur laquelle je sais qu'on ne dialoguera pas, c'est sur la sécession. Ça c'est clair. Il est clair que sur la sécession, il n'y aura pas de dialogue. Mais on dialogue sur le fédéralisme. Le chef de l'État, lui, on parlait du fédéralisme. On peut. Ouais, en vous disant qu'en même temps, ce n'est pas une fin en soi. C'est pas une fin en soi. Je vous donne un cas qui est sur la table aujourd'hui, qui est un cas contemporain. La région de Barcelone, c'est une catalane, c'est une région qui est autonome depuis des siècles. Ça n'a pas empêché de demander l'indépendance. Et donc c'est parce que les gens vont dire non, mais on peut parler de alors non, mais pourquoi vous pensez que c'est pas raison? Vous avez des gens qui ont tout inclus. C'est une expression qui est vieille. Non, ça joue contre vous. Permettez que monsieur. Je suis très surpris que sur ce plateau, certains panélistes ne soient pas favorables au dialogue. Si on n'est pas favorable au dialogue, cela signifie qu'on n'est pas favorable, qu'on est favorable à ce qui s'oppose au dialogue. Si on ne dialogue pas, comment est-ce qu'on peut construire? Comment est-ce qu'on peut se réconcilier? Comment est-ce qu'on peut échanger? Le chef de l'État lui-même avait dit, débattons, ne combattons pas. On n'a pas besoin d'aller au maquis pour s'exprimer. Et c'est encore lui qui met en place la nécessité, qui souligne la nécessité du dialogue. Et il me semble que c'est lui qui incarne, en tant que président de la République, les institutions. Et sur ce plan-là, je pense que le dialogue, et j'insiste, est urgent et nécessaire. Maintenant, sur le contenu du dialogue, il est clair que quand on voit l'évolution de la situation depuis 1 an, compte tenu des mesures qui ont été prescrites pour résoudre les problèmes corporatistes qui ont, pour la plupart, été globalement évacués, même si elles ne sont pas achevées, on se rend compte que la question majeure qui demeure est celle de la forme de l'État. Aujourd'hui, je vois une sorte de consensus qui se dégage sur l'idée que personne, en tout cas la grande majorité des Camerounais, n'est pas pour la sécession. Que l'on soit anglophone ou francophone, il me semble que la majorité n'est pas pour la sécession. Par contre, il y a l'idée du fédéralisme qui se dégage, aussi bien en ce qui concerne les anglophones que les francophones, sur l'ensemble des débats que nous avons ici et un peu partout depuis presque 1 an. J'ai dit, la question du fédéralisme peut être débattue. Le problème, c'est de savoir quel type de fédéralisme. Est-ce que c'est l'ancien fédéralisme où on avait 2 États fédérés, anglophones, majoritairement nord-ouest et sud-ouest ensemble, ou alors est-ce qu'il ne faut pas élargir, c'est-à-dire aller à 4-5 États fédérés, voire 10 États. Et personnellement, ma proposition va dans le sens
d'au moins 5 États fédérés, voire 10. Mais ça, c'est une question qui peut être débattue. Et je cite encore le chef de l'État dans l'un de ses discours de fin d'année, notamment à la fin de l'année 2016. Lorsqu'il débattait de la question de la forme de l'État, il disait non négociable, mais plus loin, il y avait une phrase très importante. Il disait, je suis prêt à aller plus loin sur cette question. Je suis prêt à aller plus loin. Et dans plus loin, je vois la possibilité de débattre de la question de la forme de l'État. Oui. Maintenant, pour terminer, il me semble que tout à l'heure, mon ami Elimbi disait que l'enjeu, la priorité, c'est les élections. Et non pas de discuter de la question anglophone ou autre. À propos des élections et je crois de l'alternance qu'on a évoquée ici en passant, je pense qu'il ne faut pas au Cameroun l'alternance pour l'alternance. Nous avons besoin d'une alternance patriotique, d'une alternance dans le cadre d'un pays totalement dépouillé du néocolonialisme, c'est-à-dire une alternance décolonisée et une alternance qui suit avec la fin du franc CFA, la sortie du franc CFA. Parce que quand on est fort libéré... C'est le sujet, monsieur. Non, ça c'est les prolongations. Non, je vais dans le sens de Limbi qui dit que la priorité c'est les élections. Oui, pour l'élection, mais une alternance qui est patriotique. Très bien. Et nous avons des patriotes dans toutes les formations politiques de ce pays. Alors, je vous en prie, vous pouvez me répondre. Y a-t-il un problème anglophone? Je crois, c'est drôle que c'est à moi que vous posez une question. Oui, je vous la pose. Je crois que j'ai été parmi les premiers à commencer à dire ici qu'il y a un problème anglophone. Merci d'avoir répondu. Ouais. Alors, s'il y a un problème anglophone, comment doit-on le résoudre aujourd'hui? Donc, premièrement, le problème anglophone n'est pas celui de la fédération. C'est lequel? Ils ne vous ont dit ça nulle part. Ceux qui manifestent là, ils vous ont dit qu'ils voulaient la fédération. Bien, bien sûr. On a dit que... Non, les leaders de moi, je vous ai parlé. Bon, moi, je vous ai écouté parler. Permettez-moi, finalement, c'est aux autres que je parle. Les leaders anglophones qui sont allés débattre comme avocats n'ont jamais parlé de sécession. Les termes de leur revendication étaient clairs. Les enseignants qui ont débattu en octobre, novembre de l'année dernière n'ont pas parlé de fédéralisme. Ils ont parlé de leur affaire d'enseignants. Le consortium ne signifie rien du tout. Votre problème anglophone, comment est-ce que vous le définissez? Le problème anglophone... dont vous avez parlé sur le plateau. Le problème anglophone dont je parle depuis, qui rejoint en partie ce que Maître Tchapi dit, mais qu'il dit très mal. Parce que j'ai dit que le problème des anglophones, c'est que au commencement de la République du Cameroun, en 1962, quand la première constitution va être faite, nous étions deux, issus de la colonisation. Nous, les francophones, nous avons accaparé le pouvoir, ça fait 54 ans, c'est une injustice. Il est temps de réparer ça. Voilà, à ma perception des choses, le problème anglophone. Vous êtes allé plus loin. Je sors. Vous êtes allé plus loin. Je sors. Permettez-moi, je vous rafraîchis la mémoire, vous êtes allé plus loin en demandant qu'un anglophone soit présent. Mais je ne fais que dire ça. Le jour où, si l'année prochaine qui vient, nous élisons, nous, francophones majoritaires, nous nous mettons autour d'un candidat anglophone solide. Nous lui apportons notre soutien. Comme nous l'avons fait en 82, nous allons mettre en 92. Nous aurons les pieds en plein dans la résolution définitive de la question anglophone. Je voudrais dire à Maître Tchapi que vous voyez donc comment quand un parti politique ou quand les partis politiques ne sont pas conséquents envers eux-mêmes, jouent à demander l'arbitraire, à tirer profit de l'arbitraire, à condamner l'arbitraire, à un moment donné, il cesse d'être crédible. Vous vous plaignez au nom de qui? Qu'on n'a pas mis des anglophones à la Sonara. Vous avez 17 députés à l'Assemblée nationale qui sont anglophones, qui n'ont jamais posé le problème au gouvernement de la juste répartition des nominations. On se souvient tous du discours de maître de l'honorable Wirba devant la Nation qui a posé devant à l'Assemblée nationale, qui est revenu sur ses revendications. L'année dernière. Il est gagné ce chapelet. La première personne à avoir condamné Wirba, c'est qui? C'est le SDF. Non. La première personne, Wirba est en train de m'écouter. La première personne à avoir condamné Wirba ici, c'est le SDF. Je continue. Qu'est-ce qu'on a dit? Je continue. Je continue. Mais vous m'interrompez. Vous m'interrompez tout le temps. Je dis que vous avez été les représentants légitimes
du peuple anglophone. La crise anglophone et le mécontentement des anglophones n'a pas commencé l'année dernière quand Wiba s'exprime. Vous êtes à l'Assemblée depuis 2004, depuis 1997. Depuis 1997, vous êtes à l'Assemblée. Vous n'avez pas porté les revendications anglophones. Pourquoi aujourd'hui, quand un groupuscule minoritaire nébuleux, dont vous ne connaissez pas, sauf si vous connaissez les acteurs et vous ne voulez pas le dire, arrive sur la scène, pose des problèmes qui vont dans tous les sens, vous devenez subitement ceux qui prennent la parole, des gens qui ont le visage masqué pour parler en leur nom. Vous avez voté la loi d'orientation de la décentralisation en 2004. Non. Vous avez voté, tu n'étais pas à l'Assemblée. Les députés laisse-moi quitter la salle. Laisse-moi finir. Tu vas protester. Tu vas parler. Non, mais ne dites pas de mensonges ici. Laisse-moi finir. Mais ne dites pas de mensonges sur le laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Les députés SDF n'ont jamais voté la loi sur la décentralisation. Pour terminer. Le SDF a voté la loi d'orientation de la décentralisation. Il a voté la loi fixant les règles applicables aux communes. Il a voté la loi fixant les règles applicables aux régions. Il a voté la loi portant le régime financier des collectivités territoriales. Il a voté la loi sur l'urbanisme. Il a voté la loi portant fiscalité locale. C'est-à-dire les 6 lois qui structurent la décentralisation. Et il va aux élections. Il a des maires. Il est dans le jeu. Je comprends que le SDF et tous les autres Camerounais condamnent M. Biya de n'avoir pas été compétent pour amener la décentralisation le plus vite possible jusqu'à son terme, mais je ne comprends pas que des gens qui ont agi dans la construction de la décentralisation reviennent nous dire aujourd'hui, parce qu'un groupuscule anglo ou je ne sais pas quoi, qui est aux États-Unis ou n'importe où, parle de fédération, du coup le SDF est devenu fédéraliste. Voici les statuts du SDF. Il n'y a aucune référence au fédéralisme là-dedans. Vous n'avez pas le manifeste? Il est où? J'ai le manifeste. J'ai le manifeste. Je vais te dire ce qui est écrit dans le manifeste. Non, on n'a pas le temps pour ça. Mais comprends d'abord que le document structurant d'un parti politique... Je veux bien rappeler. Qui dit ces objectifs, c'est le statut. Il n'y a pas là-dedans une seule référence au fédéralisme. Il ne s'agit pas, s'il vous plaît, il ne s'agit pas de faire le procès du SDF. Non, c'est pas le procès du SDF. Il s'agit de faire le procès du SDF sur ce plateau. Je dis ce qui fait l'aggravation d'un mécontentement qui est légitime parce que les gens estiment que dans la haute sphère de l'État, leur composante qui est essentielle pour la nation parce que nous étions deux devrait être représentée. Très bien, on l'a suivi. Mais de là, les gens essaient de récupérer ça pour sortir du bois parce qu'ils sont en perte de vitesse. Ça, je dis, ce sont ces comportements qui aggravent un problème qui est bien connu. Si on va aux élections, allez aux élections avec votre fédéralisme. Vous voyez, vous avez donné la parole pour demander aux gens. Vous avez confisqué la parole. Monsieur Limbilobert, on va vous couper votre micro, monsieur Limbilobert. On va vous couper votre micro si vous continuez comme ça. On va vous couper votre micro. Monsieur Lavoisier, vous avez la parole rapidement pour sortir sur l'action du dialogue. On n'a plus assez de temps, s'il vous plaît. Je voudrais en un mot dire à monsieur Limbilobert que actuellement, il jouit d'un mandat de conseiller municipal à Douala 5, élu sur la liste du SDF. C'est son 2e ou 3e mandat. Vous avez mangé dans les institutions au nom du SDF. Cela s'appelle manger et cracher dans le plat. Moi, je ne fais pas ce genre de politique. Je ne fais pas ce genre de politique. Deuxièmement, s'il vous plaît, pour revenir à la crise anglophone, je voudrais dire que si le président de la République parlait d'un débat, il y a un minimum qu'il doit faire, à mon avis. Le président de la République doit remanier son gouvernement. Les ministres qui ont échoué dans le règlement de cette crise, les ministres qui ont provoqué la radicalisation des populations, ces ministres, il faut les dégager. C'est une conséquence logique quand on est un politicien qui tient à ses principes. Comme ça que première chose. Je vous en prie. Deuxième chose, il faudrait que le chef de l'État, jusqu'à ce jour, ni le chef de l'État, ni le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, aucune autorité de l'État n'a adressé ses condoléances aux familles des gens qu'on a tués. Le 1er octobre. Ça aurait été la moindre des choses. Dit, j'adresse mes condoléances à ces familles, etc. Nous avons vu une scène choquante à Kumbo. Parce que quand l'armée tuait, l'armée emportait les corps. L'armée amène le corps d'un jeune homme qu'on a tué dans un cercueil de fortune fait de contreplaqué. Je dis de contreplaqué. Scellé et interdit qu'on ne doit pas voir le corps.
ça a encore provoqué un autre soulèvement. Très bien. Koumba a failli brûler. Très bien. Donc, il faut minimum ce message de condoléances. Troisièmement, il faut adresser un message fort à ces populations parce que les ressortissants du sud-ouest et du nord-ouest se sont levés et se sont fâchés. Les ressortissants des autres régions, s'ils ont des problèmes et ne les soulèvent pas, c'est pas le problème. Des gens ont dit, nous avons des revendications, on se fâche et on les soulève. Le président de la République, s'il vous plaît, je n'ai pas fini. Il faut que le chef de l'État libère systématiquement toutes les personnes arrêtées y compris celles qui ont et emprisonnées. Y compris celles qui ont voulu, y compris celles qui ont Si on a brûlé une école, c'est en droit pénal ce qu'on appelle destruction des biens. Oui. Ça ne nécessite pas d'être déporté de Koumbo à Yaoundé. Oui, bon, si on les Parce qu'il y a les tribunaux à Koumbo. on les libère. Ah, vous merci. croyez que la justice n'est plus crédible dans notre pays? Je demande si on les libère ou on les Donc, merci de la moi, je pense que c'est cette radicalisation. C'est cette radicalisation S'il vous plaît. qui aujourd'hui amène à un certain nombre de comportements. Et Et je pense que c'était le également président de la un République sujet. doit prendre des mesures d'apaisement d'abord. Très bien. Au lieu de chercher à l'enlever, Edmond, vous voulez lui dire comment il doit bien s'il vous plaît, Edmond, rapidement, Vous voulez plus l'enlever. un mot sur cette déclaration de la candidature de Akere Mouna. Je reviendrai à Nblobé tout à l'heure, mais vous aurez juste 20-30 secondes pour réagir sur cette candidature. Vous qui vouliez avoir un anglophone à la tête du pays. moi, je veux un Alors, anglophone. un mot sur cette déclaration, de cette candidature qui a été annoncée. Oui, Vraiment à chaud comme ça. tous les citoyens camerounais sont libres de déclarer leur candidature. Bon, maintenant, nous savons comment ça se passe. Il faut être dans un parti politique. Il faut que le parti, qui a au moins un élu, selon le code électoral, porte votre candidature. Il annonce par ailleurs la création d'un mouvement, je crois, le mouvement NAO. Je sais pas. Un mouvement NAO, Voilà. maintenant, une sorte d'en marche, Voilà. semblable à celle de... La mode. Est-ce que de telles initiatives pourraient permettre d'apaiser? Moi, je pense que D'apaiser. toute initiative qui vise à améliorer les conditions du peuple camerounais est la bienvenue. Si Akere Mouna estime qu'il a un rôle à jouer dans le cadre Il du estime, changement c'est au clair, Cameroun, il estime. Et il est Oui. clair dans une interview qu'il a donnée à un journal panafricain, il est clair qu'avec lui, on ira vers un État fédéral camerounais. Donc, fédéralisme. moi, c'est son point de vue. C'est son point de vue. Moi, je voudrais ici, avant de terminer, je voudrais ici dire une chose qui est très importante. Il faudrait qu'on ne sorte pas comme ça dans ce débat sur la crise anglophone. Parce que l'essentiel, c'est l'apaisement. Il faut qu'on parvienne à un apaisement total. Qu'on puisse vraiment échanger et à partir de nouvelles bases consensuelles, qu'on puisse avancer. Donc, un dialogue. Ne servons pas de... Il faut le dialogue. Très bien. Il faut le Ça va, dialogue. merci. Il Merci. faudrait qu'on évite, n'est-ce pas, qu'il y ait des failles, qu'il y ait des nuisances internes, et que ce soit la communauté internationale qui règle nos problèmes. C'est important que les Camerounais eux-mêmes règlent leurs propres problèmes. On a vu en Libye, on a vu en Côte d'Ivoire comment la communauté internationale est intervenue et on a vu comment ça s'est terminé. Réglons nous-mêmes nos problèmes par nous-mêmes. Oui, Samuel Maud. En s'asseyant sur le primordialisme pour faire un certain nombre de revendications, de temps en temps, on peut avoir gain de cause, mais on ne peut pas avoir gain de cause assez longtemps. Quand vous parlez de la candidature d'Akere Mouna, je suis désolé, elle sera assise quoi? C'est un primordialisme. Parce que sortant d'une crise comme celle que nous connaissons aujourd'hui, les gens se souviendront assez rapidement, ah, c'est un anglophone, donc probablement on ne va pas le voter, même si c'est par ailleurs quelqu'un de qualité. Et c'est pour ça qu'il faut s'élever. Quand effectivement Elimbi Lobé parle effectivement de la représentation dans une république, oui, effectivement, les voix de la représentation, on les connaît. Mais je peux vous dire tout simplement, même si l'ensemble des députés qui viennent des zones que nous qualifions aujourd'hui comme étant des zones anglophones étaient totalement acquis à l'opposition, de quel poids pèseront-ils à l'Assemblée nationale pour pouvoir infléchir des choses? Peu importe. Donc si on ne sort pas, C'est important, c'est important. On dit tout simplement il faut sortir de son primordialisme pour pouvoir avoir des sympathies ailleurs. Oui. Et donc le fait d'asseoir uniquement des sympathies sur le simple vocable qu'on est anglophone ou francophone, qu'on est bamléké, ou on est bassa ou on est banen, ça ne suffira pas à faire avancer un certain nombre d'idées. Et donc je dis, pour terminer, le jour, cher maître, où vous allez écrire sur le marbre que le DG de la SNH va être un anglophone, on sera mort. Le jour où vous allez dire que tous les 5 ans, il faudra que le président de la République
viennent des zones anglophones ou francophones, on sera mort. Le jour où vous allez dire qu'il faut absolument qu'il y ait un Bamileke qui soit chef de l'État avec telle cadence, on sera mort. Il faut sortir de là en disant nous sommes tous des Camerounais à l'intérieur du 54 ans. 56 ans. 56 ans. Et cette longévité en elle-même est l'une des causes des problèmes. Ça, c'est un autre débat. Oui, mais vous venez de parler, je vous ai écouté. Cette longévité en elle-même est Une minute, il reste 50 secondes. Je dis à Maître Akeremouna, cher maître, bienvenue dans notre monde. Mais ta candidature, elle est une contribution déterminante à la résolution du problème. Je demande à Christophe Afomouyon de mettre aussi la sienne. Toutes ces candidatures sortent de ce qui est hors du régime. J'attends du régime qu'il fasse preuve à l'intérieur de ses propres associations, le RDPC, d'équité envers les anglophones. Et que le RDPC ait le courage de mettre en scène un anglophone solide. Et que tous ces anglophones-là aillent aux élections, y compris avec les francophones qui voudront s'entêter à y aller. Mais j'ai dit aux uns et aux autres que nous devons être justes. Parce que c'est la justice qui élève une nation. Notre pays a été gouverné déjà 56 ans par 2 présidents francophones. Je vous donne ma parole, chers compatriotes. Si l'année prochaine, un président francophone advenait encore à être élu, avec la double complicité du RDPC et du SDF, dont les comportements sont ambigus comme ça. Ne s'agit-il pas également de primordialisme, votre position? Non, ce n'est pas un primordialisme, c'est la réalité que nous impose notre spécificité culturelle et politique. Si le troisième président est francophone, nous allons regretter notre pays pour n'avoir pas écouté la vraie revendication des anglophones, qui n'a rien à voir avec les routes, parce que les routes, il en manque partout. Alors, Maître Lavoisier Tchapi, un cadre du RDPC s'exprime également cette semaine. C'est une déclaration qui a également fait beaucoup parler d'elle sur la question du dialogue. Je veux parler du secrétaire national de la communication du RDPC qui estimait qu'aujourd'hui, la sécession et le fédéralisme sont non négociables. Est-ce que avec de tels préalables, vous êtes prêts à aller en dialogue? Quand je parle de vous, je veux parler de ceux qui sont pour le dialogue. Bon, je pense que la personnalité que vous désignez, c'est l'une des personnalités qui jette de l'huile dans le feu de la crise anglophone. C'est des gens qui, auprès du chef de l'État, prennent des décisions qui sont de nature à nuire à la population. Bon, maintenant, je voudrais dire une chose. Si un référendum, aujourd'hui, est organisé dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest sur la sécession, vous n'aurez pas 5% d'anglophones qui votent pour la sécession. Vous n'aurez pas. Ah, nous sommes rassurés. Oui. Ils sont à plus de 90% camerounais. Ils se sentent. Mais il faut qu'ils le disent. Comment vous le savez? Ils se sentent camerounais. C'est une réalité. Oui. Si c'est fait, on aura ce résultat. Mais il faudrait reconnaître que en 1961, il y a eu 2 États qui se sont unis pour former la République unie. Non, il n'y a pas eu 2 États. Et la Constitution, il n'y a pas eu 2 États. Monsieur Elimilo, laissez-moi parler. En 1940, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. On ne peut pas vous dire. On peut pas vous laisser. Laissez-moi parler. S'il vous plaît, monsieur Elimilo, s'il vous plaît. Le 1er janvier 1960, oui. l'État. Je vous en prie, Samuel Mout. L'État du Cameroun oriental est devenu la République du Cameroun. Prenez et je l'ai dans la voiture. J'ai la Constitution du 2 juin 1972. Article 1er, si je savais que le problème allait se poser, je l'amenais pour lire. Article 1er de la Constitution du 2 juin 1972. La République fédérale du Cameroun, constituée par la République du Cameroun oriental, par l'État du Cameroun oriental et l'État du Cameroun occidental, s'unissent pour former la République unie du Cameroun. Ça, c'est l'article 1er de la Constitution du 2 juin 1912. Deux États se sont unis pour former la République unie du Cameroun. Sa spécificité. Bon, maintenant, moi, je pense que par rapport à la candidature de Akeremouna, il n'est pas militant de mon parti.
j'ai pas de commentaire à faire sur sa candidature parce que le moment venu, le SDF présentera son candidat et probablement il sera un autre adversaire. Merci à vous, cher monsieur, d'être venu sur notre plateau. Malheureusement, nous n'avons pas eu le temps d'aborder la question sur les enseignants, mais ce n'est que partie remise. Edmond Kanga, qui est le consultant de cette émission. Mais nous rendons hommage, bien sûr, à ces enseignants qui ont célébré donc la fête à eux dédiée, ou alors la journée à eux dédiée cette semaine sous fond de revendications et qui ont plaidé pour l'amélioration de leurs conditions, notamment les enseignants du secteur privé qui ont plaidé pour la validation de leur convention collective qui n'a pas encore été validée par le gouvernement jusqu'à l'heure actuelle. Nous ferons certainement une émission sur ces problématiques et nous reviendrons bien sûr sur cette autre fusillade qui est survenue dans la région de l'extrême nord avec ce soldat qui a donc tiré sur son chef. C'était donc le deuxième incident du genre. Nous parlerons de cet autre sujet dans cette édition, dans les prochaines éditions de Droit de réponse. Merci à vous d'être venu, Maître Davazeka, puis à vous, Abel Elimbi Lobert, à vous, Samuel Mott, et à Edmond Kamga. L'équipe technique nous a accompagnés ce dimanche. Bon dimanche à tous. Les programmes se poursuivent sur Equinox Télévision.